la TPE, et l'éditeur de ce livre m'a pratiquement sanctionné. Alors je lui ai dit, écoute, soit je publie ce chapitre comme je l'entends, ou je me retire de ce livre. Finalement, il a permis que j'écrive ces choses-là, qui à mon avis sont tout à fait plausibles. Alors, d'où vient ce liquide? Et l'OCT nous a permis d'avancer un tout petit peu. Nous voyons ici un cas similaire de bibliopathie en plaques ici, et si nous regardons ici cette OCT à haute définition, vous voyez très certainement tous ces petits points ici, qui sont des vaisseaux dilatés au niveau de la rétine interne. Ce sont des images qui m'ont été données par Alessandro Mantovani, qui est un angiographiste émérite du nord de l'Italie. Alors, en face d'une ischémie ici externe, nous avons une dilatation des vaisseaux internes, comme le montre ici l'OCT. L'OCT, on voit ici que au stade aigu, ici, nombreux vaisseaux dilatés, au stade chronique de cicatrisation, nettement moins. Malheureusement, la qualité des sociétés n'est pas la même, mais on peut très bien voir que on ne voit plus ces vaisseaux de la même manière qu'ici. Alors, quelle est l'explication? Et là, c'est Martine Mauger qui me l'a donné de Lyon. On voit ici une occlusion de la gravure capillaire qui est à l'origine de ces changements au niveau de la rétine externe et qui est à l'origine de l'exsudation au niveau de la rétine interne. Voilà. Ceci est une patiente myope, âgée de 48 ans, qui consulte pour un scotome unilatéral, des photopsies, une baisse d'acuité visuelle. On voit ici des taches blanches par ici, difficiles à voir, mais elles y sont. On voit une atteinte du champ visuel ici. Lorsqu'on fait une angiographie fluorescénique, on voit des hyperfluorescences discrètes au temps précoce et un peu plus importantes au temps tardif, une papillite. Et à l'ICG, on a l'explication de tous ces phénomènes avec une non-perfusion choriocapillaire. Ici, vous avez une image d'autofluorescence et vous voyez que l'autofluorescence nous indique également les endroits malades. Et ça correspond tout à fait à l'image en fluorescine. L'autofluorescence est actuellement une technique à la mode, mais méfiez-vous des modes en médecine et en ophtalmologie. Je pense que d'ici 8 ou 9 ans, on n'en parlera plus tellement. Si on va à l'Argo cette année, il y aura un pic de publication sur l'autofluorescence. Je pense que ça ne va pas être d'une très grande utilité dans les maladies inflammatoires. Alors, qu'est-ce qui se passe avec le temps sans traitement? On voit que le champ visuel se résout dans ce MULES, il s'agit d'un MULES, Multiple Evanescent White Dot Syndrome, et on voit quand même ici que pardon. Voilà. On voit ici que l'image en autofluorescence évolue un tout petit peu. Donc on a des lésions qui apparaissent dans l'angiographie de suivi et à la fin tout redisparaît ici. Ce qui est intéressant, c'est de voir que après la phase aiguë, nous avons ici l'apparition de tout petits points noirs. Donc vous vous souvenez quand même, tout était noir ici à l'ICG, ça c'est un ICG ici, ben voilà, ici. On passe à ce stade-là, la troisième ICG est ici, et de nouveau ici au fond d'œil, on a un aspect tout à fait différent. Alors s'agit-il vraiment d'un MULES ou non? D'autres personnes appellent ça déjà une choroïdite multifocale. Peu importe de classifier ces pathologies, il faut savoir les suivre et les traiter si c'est nécessaire. Si cette patiente évolue vers une multifocale et si l'ICG de nouveau se noircit, comme ici, je pense qu'à ce moment-là, il faudra traiter cette patiente. Maintenant, qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là où l'ICG est noir? L'OCT va nous aider à expliquer la situation. Ici, nous avons un OCT à haute résolution qui passe par divers endroits en partant depuis la papille ici, là,
là et là. Et vous voyez ici le problème. Nous avons une perte des photorécepteurs externes qui se mettent en petits paquets ici. Et c'est ça qui explique l'autofluorescence, parce que ces segments externes sont mangés par l'épithèle pigmentaire, et lorsque l'épithèle pigmentaire a beaucoup de produits de destruction, comme la lipofuscine, ça devient autofluorescent. Alors si maintenant nous passons un tout petit peu plus loin, ici, nous voyons que les segments externes sont de nouveau tout à fait normaux. Oui. Encore 5 minutes. Oh, ça c'est extraordinaire. Alors, et grâce à l'OCT, nous pouvons expliquer exactement ce qui se passe. Je me souviens de l'un ou l'autre de mes maîtres qui disaient que ici, ce qui se passait autour du nerf optique dans ces maladies, c'était une infiltration de cellules. Évidemment, ce n'est pas possible. Il s'agit d'une ischémie choriocapillaire avec destruction ici des segments externes des photorécepteurs. Alors encore une fois ici, vous voyez cette image de autofluorescence à présentation après, je crois, 2 semaines, et nous voyons que ce que ne montre pas l'ICG, qui se normalise, et ce que ne montre pas la fluorescine, c'est qu'il y a d'autres zones qui ont été atteintes de façon subclinique. Et peut-être que là, l'autofluorescence a sa place. Alors, ce qui est important maintenant, nous devons réaliser que nous avons un suivi multimodal des unités postérieures. C'est quand même extraordinaire, une situation qui était très peu claire, qu'on n'arrivait pas à évaluer. Actuellement, nous avons les moyens de suivre des cas comme ça, de façon extrêmement précise. Et ici, un exemple de ces cas, il s'agit d'un patient qui a une sarcoïdose, et il avait arrêté son traitement, et voilà l'état de sa rétine. Alors, nous pouvons voir que l'inflammation est très importante par la photométrie ici, la pression, nous avons l'angiographie fluorescénique, l'angiographie ICG, et par exemple ici, nous voyons que suite à l'administration de corticostéroïdes péros et d'antihypertensifs comme le Diamox, comme le Cosort, et on a également donné un analogue des prostaglandines parce qu'on peut les donner en désespoir de cause, et nous voyons que cette inflammation a été tout à fait jugulée avec une diminution de la photométrie ici de 60 à 26, de 40 à 21, mais une augmentation de la pression à 30 et à 48. Alors c'est à ce moment-là qu'on ajoute un analogue des prostaglandines qui fait baisser la pression. Mais un œdème ressurgit à l'OCT, et etc., etc. Finalement, ce patient est traité par du bifortique, du mycophénolate mofétyle, et après 2 ans, nous avons une évolution tout à fait favorable, avec une inflammation à 7 et 16, une pression tout à fait normale. Alors, nous avons, et vous avez ça ici en Tunisie, puisque vous avez tous ces appareils, la possibilité de suivre ces patients de façon extrêmement précise et de les traiter également de façon précise. Voilà, on va passer là-dessus. Alors, mon chef m'a demandé de parler un tout petit peu de l'autofluorescence. Je n'aime pas tellement parler parce que, à mon avis, tout peut se dire sur l'autofluorescence et son contraire. Pour l'instant, les choses sont loin d'être claires. Je pense qu'on va simplement dire qu'il s'agit d'une méthode qui permet de détecter dans certaines maladies de la correcte des atteintes subcliniques. Mais tout change de cas en cas. Et pour l'instant, je ne veux pas cher de cette méthode. Peut-être que ça sera différent dans l'avenir. Donc on a fait toute une étude sur l'autofluorescence et je ne vais pas entrer dans les détails. Je vais plutôt vous remercier de votre attention. En fait, si vous voulez en savoir plus, vous trouvez des détails sur l'autofluorescence. Monsef, tu as le livre là, dans le livre qu'on a publié ensemble avec Monsef.
Alors, je vous remercie de votre attention. Et si vous êtes intéressé par l'imagerie en numérique, je vous conseille vivement de vous procurer ce livre. Il y a encore quelques exemplaires. On va passer d'ici 2 ans à une deuxième édition. C'est une façon tout à fait originale et je pense révolutionnaire d'aborder les Ulites. Merci beaucoup.